Ben merci, et puis merci pour l'invitation à parler devant une assemblée aussi nombreuse et aussi rassasiée. Donc j'ai cette difficile tâche d'éviter l'endormissement d'après le repas, donc je vais essayer. Merci pour l'invitation. Effectivement, ça a été évoqué plusieurs fois ce matin. Enfin, moi, je l'ai entendu en filigrane, mais c'est peut-être un biais dû à mes intérêts, cette question de l'humain, qu'il soit seul ou en groupe, que ce soit la question de ses comportements ou alors la question de ses représentations. Et effectivement, il y a tout un champ de recherche qui est relativement ancien, mais qui par contre aujourd'hui croise l'action publique d'une manière très opérationnelle, d'une manière qui avant prenait la forme d'expérimentation un peu isolée et qui aujourd'hui prend des formes assez différentes, qui sont des formes d'intégration assez systématiques, voire assez systémiques dans l'action publique, d'un réflexe qui consiste à aller se poser la question de comment une technique, comment une politique publique va interagir avec les aspects humains. Est-ce qu'on peut anticiper la manière dont les choses vont se passer? Est-ce qu'on peut adopter une attitude plus compréhensive, plus empathique et intégrer ça à la fabrique, à la conception, au déploiement des politiques publiques, mais plus largement de l'action publique. Ça ne concerne pas que les administrations, ça concerne aussi des ONG, des groupes d'habitants, des collectifs plus ou moins formels ou informels. Donc je vais partager un peu ces approches-là. Alors effectivement, moi je conduis des recherches à l'Université de Lyon, mais aussi et surtout aujourd'hui à la chaire innovation publique de l'INSP, qui était l'ENA avant. Et c'est un sujet à l'ENA aujourd'hui que de se poser la question de l'approche humaine dans les politiques publiques. Donc je ne dirais pas que c'est une révolution, mais c'est au moins une évolution. Et ça pose quand même pas mal d'enjeux, on le verra, des enjeux qui sont des enjeux de posture, des enjeux voire même d'organisation, et puis des enjeux d'intégration des sciences qui sont un peu nouvelles, à l'action publique. Alors ça a été dit plusieurs fois ce matin, le risque un petit peu sur les débats autour de la transition écologique en particulier, c'est de se trouver face à des objectifs et à des enjeux qui sont absolument vertigineux et où chacun en est appelé à son rôle de Superman ou de Superwoman, c'est-à-dire de sauver le monde ou d'être en capacité de le détruire par des actes relativement quotidiens, par des décisions prises par des acteurs économiques, par des choix faits par des acteurs politiques ou autres. Et effectivement, l'enjeu est assez vertigineux. Et si je commence par là, c'est simplement pour dire que tout ce qu'on sait dans les sciences, en psychologie, en sciences sociales, en sciences humaines, ne vaut que parce qu'on l'a appris du passé. Et ça ne dit que peu de choses par rapport au futur, voire même au présent. C'est-à-dire que ce qu'on a appris, on l'a appris d'humains qui n'étaient pas face à une menace existentielle comme celle d'aujourd'hui. Donc on utilise le savoir déjà existant, on essaye de vérifier s'il est valide face aux nouvelles menaces et aux nouveaux enjeux. Mais comme toute science, c'est toujours conditionné à la trouvaille d'un futur chercheur qui dira que tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, finalement, était faux. Mais il y a quand même une base de validité qui est suffisante sur la base des probabilités qu'on utilise en sciences et en sciences humaines et sociales aussi. Alors cet enjeu-là, si on le prend de manière un peu plus réaliste et un peu moins vertigineuse, ça a été souligné dans le dernier rapport du GIEC, ça a été souligné dans un certain nombre de rapports qui essayaient de déterminer quelle part peuvent jouer les comportements des individus, des groupes, dans l'atteinte des objectifs qu'on a pu se donner de réduction des gaz à effet de serre. C'est cette question de la sobriété, pris d'une certaine manière. C'est la question aussi des actions et de la part que chacun, donc Carbone 4 avait publié un rapport qui s'intitulait « Chacun sa part » et qui essayait de quantifier qu'est-ce qui pouvait reposer sur les gestes individuels versus des actions plus systémiques ou plus structurelles. Alors ça pose le sujet de ce qu'on appelle des comportements. Qu'est-ce que veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences comportementales? Qu'est-ce qu'elles représentent et qu'est-ce qu'on appelle finalement les actes individuels? Dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, ce qui est à l'agenda, c'est finalement la grande difficulté qu'on peut avoir à séparer l'action individuelle de l'action collective et l'action collective de l'action systémique ou structurelle. Derrière les mesures structurelles se cachent des individus ou des groupes qui prennent des décisions
Derrière le déploiement d'infrastructures, il y a des individus qui vont les utiliser ou pas. Derrière des solutions techniques, il y a des humains qui s'en emparent et qui les utilisent de la bonne façon ou de la mauvaise. Donc si on chasse l'humain ou l'individu par la porte, il revient évidemment par la fenêtre de plein de façons, et j'essaierai de limiter un tout petit peu cette partition qu'on a pu faire entre l'individuel et le collectif. Je suis dans une discipline qu'on appelle la psychologie sociale et qui ne fait pas tellement de différence entre les aspects individuels et collectifs. Quand on demande à quelqu'un de changer ses comportements par rapport à l'eau, les normes sociales, les représentations partagées, le rapport à l'autre, les négociations familiales, les habitudes collectives vont rentrer en jeu au moins autant que ce qu'on pourrait appeler des dimensions individuelles. Deuxième élément qui pose un peu le contexte, c'est celui de la généralisation de la dissonance cognitive, qui devient presque notre condition existentielle de base, c'est-à-dire qu'on a des inquiétudes, on a des volontés, on a des intentions, on est motivé, et pour autant, on se dit chaque jour que nos comportements, nos actions, nos habitudes ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on aurait voulu faire. Ça, c'est un vrai enjeu, tout simplement parce que la dissonance cognitive, donc, c'est-à-dire le décalage qui peut exister entre ce qu'on pense, les valeurs, les intentions, les objectifs qu'on peut se donner et ce qu'on fait réellement, cette dissonance cognitive augmente, par exemple, dans les générations les plus jeunes, qui sont les plus inquiètes par rapport à la transition écologique et au changement climatique, et dont les comportements sont parfois ceux qui changent le moins vite. Les dernières enquêtes suggèrent que les comportements changent moins chez les plus jeunes que chez ceux qui ont un âge un tout petit peu plus avancé. Plus d'inquiétude, moins de comportement, ça produit ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, ça produit de l'inconfort psychologique, ça peut même aller plus loin bien sûr, par des signes de souffrance psychologique, de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, etc. Donc ce décalage entre ce qu'on sait, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pense qu'on devrait faire et ce qu'on fait concrètement est vraiment une question qui va nous toucher sur l'ensemble des sujets, et évidemment le sujet de l'eau ne fait pas exception. Donc on a un sujet avec le facteur humain qui est qu'on peut concevoir des politiques publiques très efficaces dans le principe, on peut concevoir des technologies, des techniques qui sont très efficaces dans le principe. Assez souvent, on se rend compte qu'à partir du moment où on met un humain au milieu, ça ne marche pas comme on l'avait souhaité, voire ça a des effets rebonds. Hein. C'est cette histoire des bâtiments performants qui, dès qu'ils accueillent des usagers, deviennent finalement moins efficaces énergétiquement que des bâtiments anciens, tout simplement parce que les gens bloquent les capteurs, bloquent les volets, etc. et ont un usage qui n'est pas forcément celui qu'on attendait. Donc les sciences comportementales aujourd'hui, elles consistent à se poser la question le plus en amont possible de l'intégration de ce facteur humain, de ces dimensions sociales, émotionnelles dans l'action publique, de prendre en compte que l'humain, il n'est pas fait que de rationalité, il est fait d'autres choses, il est sensible, il est poreux, il est influençable, etc. Et que c'est sa qualité autant que son défaut, et celui qui est ce qu'on appelle parfois le caillou dans la chaussure ou le grain de sable dans la machine, certes, il va gripper une politique publique qui pensait se dérouler sans accroc, mais en même temps, ce caractère imprévisible et un peu irrationnel, c'est aussi ce qui fait son charme à l'humain. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes, de nouvelles approches qui se développent, qui prennent des formes très particulières et qui consistent d'une part à se dire que peut-être qu'il ne faut pas mettre toute la charge sur les individus. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faut prendre acte du fait que les motivations sont là, les intentions assez souvent sont là, la conscience a fait son chemin, et que si quelque chose bloque, c'est autre chose. Et c'est peut-être les situations. C'est peut-être les contextes, c'est peut-être les environnements, les choses qui sont autour de nous, qui constituent des blocages, les politiques publiques, la communication, les infrastructures, les environnements dans lesquels on vit. C'est l'exemple de cet escalier qui, plutôt que d'expliquer 1000 fois qu'il faudrait le prendre pour faire son activité physique quotidienne plutôt que l'escalator, au bout d'un moment, est réaménagé pour compenser un tout petit peu la faible attractivité qu'il pouvait avoir. Et les démarches qu'on mène, donc, elles consistent, et c'est ce que conduit comme projet beaucoup la direction interministérielle à la transformation publique aujourd'hui. Elle accompagne un certain nombre d'administrations dans l'intégration de ces sciences-là à l'action publique. C'est des démarches qui consistent à prendre le temps de comprendre d'où viennent les comportements, d'où viennent les habitudes, d'où viennent les représentations,
comment elles se construisent individuellement et collectivement, et du coup, comment une action peut faire son chemin jusqu'à des prises de conscience, mais aussi faciliter le passage à l'action, se situer en posture d'accompagnement, de développement des capacités, lever les barrières, lever les obstacles, en tenant compte à la fois des dimensions qui sont des dimensions plus psychologiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions très concrètes. Et c'est un mouvement qui, aujourd'hui, s'est généralisé à l'échelle du monde. Vous avez des services qui sont spécialisés sur l'application de ces approches-là à l'action publique dans un certain nombre, soit de gouvernements, soit de collectivités locales, en France et à l'étranger. C'est intégré aujourd'hui dans un certain nombre de démarches qui ont pu être conduites par des opérateurs, des services de l'État, des ministères, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces démarches-là, aujourd'hui, on peut en tirer un retour d'expérience. On peut en tirer même des outils. Il existe des rapports. On va publier avec le ministère de la Transition écologique très bientôt un carnet d'outils, un livre blanc sur ces démarches-là pour expliquer comment on les développe, quel temps ça prend, quels sont les outils sur lesquels on peut se baser. Des collectivités territoriales se sont organisées pour intégrer ces savoirs-là, non seulement dans leur politique publique, mais par exemple dans leur pratique aussi de management, parce qu'on ne manage pas tout à fait de la même façon des équipes quand on doit prendre en compte l'aspect humain, mettre du temps dans les projets pour essayer de comprendre, être capable d'innover, d'expérimenter, de tester de nouvelles actions. Ça ne s'accompagne pas et ça ne s'anime pas tout à fait de la même façon. Et l'ADEME va prochainement publier un référencement des actions d'accompagnement au changement qui permettra aux acteurs publics d'aller chercher quel est le type d'action qui peut correspondre aux enjeux qu'on se donne selon le public, selon les leviers sur lesquels on veut jouer, selon le sujet qu'on veut prendre en charge. Donc beaucoup de choses sur cette approche-là qui aujourd'hui s'est bien installée. En même temps, on défriche des sujets. Vous avez des résultats d'expérimentation qui sont disponibles sur le sujet, entre autres de l'eau, sur lequel je pense qu'on va venir rapidement. N'est-ce pas Valérie ? J'étais en train de prendre des notes, sachez-vous, Nicolas Fullen, sur ce que vous venez de dire en disant, c'est pas le sujet qu'on avait prévu, hein, mais les guides de l'ADEME concernant des références et des leviers sur lesquels on peut jouer. C'est une question peut-être pour tout à l'heure, savoir si on joue avec le public. Ce sera sûrement une question qui vous sera posée à un moment donné. Sur la question de l'eau spécifiquement, c'est vrai que là aussi, la dimension comportementale ou humaine joue énormément, puisqu'on a des rapports ambivalents à l'eau en elle-même, voilà, à la fois absolument nécessaire à notre quotidien, et puis qui peut être très inquiétante. On voit des images avec le changement climatique qu'on évoquait ce matin qui peuvent être tout à fait terribles. Alors oui, effectivement, la question de l'eau, elle est au cœur de tout ça. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses démarches qui se conduisent avec ces approches en sciences comportementales autour du sujet de l'eau, parce que c'est un sujet qui incarne tous ces enjeux humains. Et je commencerai par reprendre une citation de Ivan Illich, qui avait été invité à donner une conférence à Dallas par un groupe d'habitants qui comptait installer un étang et qui se divisait un peu sur la façon dont on pouvait aménager cet espace d'eau qui était perçu par certains comme un espace à contempler et par d'autres comme un espace qui pouvait être porteur potentiellement de menaces type moustiques et autres éléments. Et donc, Ivan Illich propose qu'on retravaille notre approche de l'eau vraiment en profondeur et en particulier en la mettant au pluriel. En arrêtant d'utiliser le singulier pour parler de l'eau, mais de prendre acte du fait que l'eau apparaît de plein de façons différentes et que l'eau, ça n'est pas que cet élément bleu-azur qu'on retrouve à la fois dans les cartes, dans les représentations, mais c'est aussi des formes d'apparition qui sont très différentes. Elle peut être d'agrément, mais elle peut être un risque. Elle peut être un plaisir, mais elle peut être un danger. Elle peut être agréable à regarder ou elle peut être repoussante. Et c'est intéressant de constater que quand on parle de l'eau dans sa version plutôt négative, on va la mettre au pluriel. C'est les eaux dormantes, par exemple. Donc la pluralisation, le pluriel dans l'eau, c'est l'idée qu'on ne peut plus tellement se contenter de la mettre en tuyau, on ne peut plus la considérer que comme une eau et comme une ressource utilisable à l'infini. Et c'est un enjeu important, et je crois que ce qu'il disait sur l'eau est très actuel, puisqu'on parle beaucoup de changer les imaginaires dans le cadre de la transition écologique. Et je crois que changer les imaginaires liés à l'eau, c'est une dimension absolument fondamentale, et on verra comment ça peut passer
même par d'infimes détails, qui est par exemple la couleur que vous utilisez dans l'ensemble des supports de communication. Et une rapide analyse permet de voir que la couleur bleue est généralement utilisée par réflexe. Or, l'émergence du bleu pour montrer l'eau, c'est assez récent. Ça vient avec l'essor des stations balnéaires et des piscines. Donc, c'est un bleu marketing, c'est un bleu qui cherche à vendre une certaine représentation de l'eau et qui n'est certainement pas la représentation qui encourage le plus des comportements de préservation, de respect, d'intégration de la nature et d'acceptabilité de la présence de l'eau sous d'autres formes qu'un bleu azur. Et quand on désimperméabilise les sols, elle est rarement bleu azur quand même, l'eau. Elle est plutôt marron ouverte. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux psychologiques, mais psychologiques partagés. Évidemment, les représentations, on en hérite, elles ne nous appartiennent pas à nous en tant qu'individus, elles sont immédiatement collectives, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de partage entre l'individuel et le collectif, et quand on s'occupe de l'un, on s'occupe bien sûr en même temps de l'autre. Donc sur les éléments qui rentrent en jeu dans ce rapport à l'eau et qui fait qu'on peut être réticent ou avoir du mal à passer à l'action sur des questions de sobriété, sur des questions d'acceptabilité d'aménagement, qu'on peut être tenté de jeter ses déchets dans les espaces désimperméabilisés, qu'on peut en tant qu'élu être un peu réticent à aller produire des aménagements qui désimperméabilisent les sols, etc. Les premiers sujets sont autour des représentations, l'eau. Quand on fait des groupes de parole autour de l'eau, quand on interroge et qu'on prend le temps de conduire des entretiens avec à la fois des acteurs ou des habitants, l'eau est avant tout perçue comme une ressource utile. Et en dehors de son utilité, elle n'existe pas. Alors son utilité, ça peut être l'agrément, ça peut être la consommation. Penser l'eau en dehors de l'utilité qu'elle a pour l'homme, c'est comme pour beaucoup d'autres choses, c'est difficile, c'est pas automatique, bien au contraire. Penser l'eau sans qu'on s'en serve, c'est quelque chose qui est relativement étrange et quand on pose la question aux gens, ils ne comprennent même pas tout à fait exactement de quoi on parle. C'est quoi une eau qui ne servirait pas, soit à naviguer, soit à se baigner, soit à boire, soit à arroser les plantes, etc. C'est aussi la représentation d'une eau qui est un peu une ressource infinie, elle coule, et on le sait, les réseaux d'eau en ville par exemple ont été conçus pour qu'on ne s'interroge plus sur son origine, et qu'elles paraissent, et c'était presque le synonyme du confort, c'était d'avoir juste à ouvrir le robinet et pas s'interroger sur l'origine de l'eau. Ça a été la même logique avec les déchets, on les a cachés, on en a caché l'origine et la destinée, donc du coup aujourd'hui on a des problèmes à retrouver un rapport un peu plus analytique à nos déchets. C'est pareil sur l'eau, on s'est dépêché de la cacher pour faire penser à ce caractère infini de la ressource. Et puis, quand on s'interroge sur les représentations de l'eau, c'est tout à fait intéressant de voir que c'est un objet qui est très clivé, c'est-à-dire que c'est un objet qui est perçu soit d'une façon cristalline, courante, donc l'eau qui file, qui est propre, qui est agréable, et que très vite, et sans trop d'entre-deux, bascule les représentations vers une eau dormante, une eau qui stagne, une eau qui est sale, et une eau dans laquelle se cachent les sorcières ou autres, ou les moustiques, tout ce qu'on veut. Et les représentations vraiment profondément ancrées chez l'humain de l'eau, elles ont ce côté un peu binaire. Donc ça provoque à la fois des idéaux, à la fois des peurs. Le problème, c'est que l'idéal abstrait ou la peur qui effraie, ce n'est pas des moteurs extrêmement efficaces de passage à l'action sur des petits gestes du quotidien. Ce n'est pas ce qui arrive à informer le mieux des décisions qui soient des décisions un peu plus rationnelles. Et si j'en parle, c'est que la question des émotions est absolument centrale. Quand on fait des entretiens sur l'eau, en particulier quand ils sont collectifs, les émotions apparaissent très rapidement. La colère face au fait que les habitants apprennent ce qu'est un réseau unitaire de gestion des eaux pluviales, par exemple. En général, les gens n'en ont pas conscience et ils sont absolument scandalisés à tel point qu'ensuite ils continuent et ils disent on se revoit, même si le groupe n'a plus lieu, on se revoit, on va en reparler ensemble, etc. Et ça produit une forme de mobilisation. Il y a un attachement évidemment à la question de l'eau. C'est un attachement très important, c'est vital, et ce qui fait que l'eau active très vite des peurs qui sont des peurs d'en manquer. Et on parlait ce matin de choses qui se tendent autour de la question de l'eau, ça ira très vite, on le sait déjà.
Le jour où la peur des restrictions va exister, on va avoir ce qu'on appelle l'effet papier toilette du début de la pandémie. Tout le monde s'est jeté sur le papier toilette de peur d'en manquer. Ça a créé effectivement des ruptures et les gens se sont retrouvés avec des stocks de papier toilette. Les logiques de captation de l'eau, de réserve, etc., avec ce qu'on appelle de l'achat panique ou du stockage de panique, évidemment, ces choses-là risquent d'entrer en jeu quand la crise se fera encore plus présente. C'est la question, bien sûr, des motivations. La motivation, les motivations chez l'humain peuvent être très variables. À la fois la question de ce qu'on a gagné et ce qu'on a à perdre dans une gestion alternative des eaux pluviales, par exemple, dans la sobriété dans les usages de l'eau au domicile. C'est la question du sentiment de capacité. Est-ce que je me sens capable de réaliser les gestes qu'on me propose au quotidien ? Et ça a été dit également, c'est la visibilité de l'impact aujourd'hui qu'ont pu avoir déjà des changements de comportement. Est-ce qu'on a pensé à dire à des habitants que ça y est, les consommations d'eau avaient baissé pendant un temps et qu'il fallait absolument continuer ? Et la motivation, elle se nourrit évidemment de ces renforcements, de ces retours, de ces encouragements. Et on pense assez souvent à encourager avant que les comportements se mettent en place, mais on oublie assez souvent aussi de faire le point et de renvoyer et de donner des retours sur la façon dont les comportements ont déjà évolué et les imaginaires, bien sûr, qui rentrent en jeu. Dernier élément, c'est autour des relations. L'eau pose immédiatement la question de l'interdépendance, de l'amont, de l'aval, de comment on partage l'eau. Toutes nos infrastructures de vie quotidienne, là encore, ont caché l'eau et ont caché le fait que l'eau était quelque chose en partage. Les circuits d'eau ne sont plus visibles, on ne l'entend plus circuler, on a l'impression que c'est son eau qui arrive et on a du mal à la concevoir comme un bien commun et comme quelque chose qui produit une interdépendance entre nous. On ne voit pas les usages de l'eau que les uns les autres réalisent, donc il n'y a pas véritablement de normes sociales et pourtant, l'eau est capable de générer des mobilisations sociales très fortes. Quand les citoyens se mettent à s'intéresser au sujet de l'eau, ils s'en emparent de manière assez conséquente. Et c'est évidemment des leviers pour ces fameux changements de comportement. Alors, les sciences comportementales, elles conduisent aussi à souligner quelque chose qui est important, c'est que l'humain ne fonctionne pas que sur la rationalité du calcul coût-bénéfice. L'acteur rationnel, c'est une part, certes, mais à vrai dire, c'est une part assez minoritaire de nos décisions quotidiennes. Il y a une autre part qui est ce qu'on appelle le système 1, donc c'est la théorie des deux systèmes, c'est le modèle qui a été proposé par Daniel Kahneman en 2011, donc je vous recommande son ouvrage. Le système 2 qui est celui auquel on a l'habitude de s'adresser, éduquer, informer, expliquer. On oublie qu'il y a des tas de moments dans la vie, dans notre quotidien, où on n'agit pas en se rappelant de ce qu'on a appris à l'école ou dans une session qui a eu lieu quelques mois avant d'un atelier sur le changement climatique ou la crise de la ressource en eau. Il y a des choses qui sont faites de manière très intuitive, très immédiate, en se basant sur les indices qu'on prend dans l'environnement immédiat. D'où l'importance de changer nos environnements de vie, et tant que les environnements n'auront pas changé, peut-être que les connaissances auront évolué, mais les comportements n'évolueront pas. Nos environnements quotidiens ont besoin de se transformer. La façon dont l'action publique s'adresse à nous, la façon dont elle offre ses services, la façon dont elle se rend disponible, la façon dont on nous parle, la façon dont on s'approche des citoyens pour les sensibiliser à un sujet. Et quand on parle de sensibiliser, il faut être très attentif aux mots. La sensibilisation, ça n'est pas le fait d'apporter des connaissances. C'est le fait de construire ce qu'on appelle en psychologie des attitudes, c'est-à-dire des connaissances, mais des connaissances qui font agir, des connaissances chaudes, des connaissances qui créent des émotions, des connaissances par lesquelles on se sent affecté. Et toute connaissance ne produit pas cette attitude et cette sensibilité. Donc quand on parle de la sensibilité, on parle du sensible. Et j'étais ravi de voir ce matin que la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes utilisait cette approche sensible en plus d'utiliser les sciences comportementales. Alors, ces modes automatiques, ça amène aussi à vouloir partager ces enjeux du fonctionnement psychologique, par exemple avec des habitants. Donc là, c'est un projet qui a été mené dans le cadre de l'agglomération de Brive-la-Gaillarde, où des habitants ont été sensibilisés à ces aspects un peu automatiques. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'on se dise « j'aimerais bien économiser l'eau »,
on n'y pense pas, ça paraisse trop compliqué, etc. Et ils ont conçu en groupe, avec l'aide de designers ensuite, des dispositifs, mais qui visaient justement à passer à l'action, dans l'idée que le savoir est là. En fait, les intentions sont là, et toutes les études le montrent, hein. Les gens veulent, ils sont prêts. Par contre, ce que montrent aussi les études, c'est que le passage à l'action n'est pas là. Et il n'y a même pas besoin des études, il suffit des chiffres pour le voir. Donc on a vraiment ce sujet de passage de l'intention à l'action et d'arriver à travailler sur les environnements de vie quotidiens pour faire du rappel, arriver à avoir des approches bienveillantes qui ne soient pas culpabilisatrices, mais qui encouragent les comportements. Alors, il n'y a pas que ces aspects automatiques, hein. Les sciences comportementales proposent aussi de décrire les comportements par les grands leviers qui permettent de les comprendre. Par exemple, quand on veut comprendre un comportement ou quand on veut changer un comportement, on ne change pas un comportement si on n'a pas fait émerger ou changer des intentions. Les comportements, ils viennent des intentions. Il faut construire l'intention avant de construire le comportement. Et les intentions reposent sur des facteurs qu'on connaît bien. L'attitude, les connaissances chaudes, la norme sociale. On a besoin de savoir ce que font les autres. On a besoin de savoir si ce qu'on fait est bien vu. Parce que si ce qu'on fait est très bien dans le principe, mais qu'on est ridicule en le faisant, on ne le fera pas, tout simplement. Et c'est le récit des gens, par exemple, sur l'achat en vrac et qui disent « mais je suis ridicule à arriver avec mes bocaux en magasin, donc je ne vais pas le faire », même si pour moi, le comportement serait très important. Donc les normes, construire des normes sociales, encourager des normes sociales qui valorisent les comportements qu'on cherche à promouvoir, c'est important. Et ce qu'on appelle de manière complexe le contrôle comportemental, mais c'est le sentiment de capacité. Beaucoup de gens renoncent au comportement avant même d'essayer parce qu'il leur paraît trop complexe. Et il leur paraît trop complexe parce que la façon dont on leur a expliqué leur a fait passer le message que c'était complexe. Et je dis à tous ceux qui utilisent l'image du super-héros pour montrer et pour valoriser des comportements, vous êtes en train de faire passer le message que le comportement que vous êtes en train de promouvoir est complexe. C'est inatteignable, absolument. Ouais. Voilà, inatteignable et complexe. Les super-héros ne font pas des actes quotidiens. Je termine rapidement sur le fait qu'en plus, cette question de comment on approche et comment on présente ces changements-là s'accompagne bien sûr. Tout le monde n'en est pas au même point. Il y a des gens qui ne se sont pas posé la question de la désimperméabilisation des sols. Il y a ceux qui connaissent le sujet mais qui ne savent pas quoi faire. Il y a ceux qui savent quoi faire mais qui ne sont pas encore passés à l'action. Et il y a ceux qui sont passés à l'action et qui demandent qu'à être encouragés. On ne peut pas parler à un élu, à un responsable, à un acteur local de la même façon en faisant comme si il connaissait le sujet si en fait il est assez nouveau ou comme s'il n'avait jamais rien fait alors qu'il est déjà encouragé et déjà engagé. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire par exemple avec Ma Ville Perméable, qui est un outil qu'on a créé avec l'Agence de l'eau et qui consistait à justement faire ce petit exercice de comment on écoute l'autre avant de lui parler. Comment on essaye de comprendre son état d'esprit avant de venir proposer quelque chose de l'ordre de l'argument, de la proposition, du service. Comment on se fait un tout petit peu psychologue, c'est-à-dire j'écoute avant de parler. Et donc c'était l'idée de poser quelques questions et en fonction des réponses à ces questions, arriver à comprendre quelles étaient les représentations, les motivations, le stade de changement des personnes auxquelles on s'adresse et d'arriver à y adapter des exemples, des illustrations. C'est aussi utiliser toutes ces connaissances-là pour aborder l'action publique de manière créative et sensible. À Narbonne, se retravaille la question des gouttières, par exemple. Comment construire des gouttières pour qu'elles refassent apparaître le cycle de l'eau, qu'elles activent ce caractère précieux et sensible de l'eau pour qu'ensuite, quand des gens viennent nous dire qu'il faudrait faire attention à la qualité ou à la quantité de la ressource en eau, on soit effectivement à l'écoute. C'est aussi des choses qui peuvent prendre des formes aussi simples que dans un formulaire. On a retravaillé les formulaires de l'Agence de l'eau pour que la désimperméabilisation, la gestion alternative ne soit plus alternative. Par exemple, les techniques alternatives viennent en début de liste et pas à la fin. Et ça, l'humain est sensible à ce type de signe très simple, qui est de dire si ça vient au début, c'est que c'est normal. Si c'est tout en bas de la liste, c'est que c'est un peu moins normal. Donc prêter l'attention à chacun des détails et puis arriver à créer de la collaboration entre les acteurs. Donc ça, c'est ce qui est fait à l'heure actuelle sur le territoire en Bourgogne, des ateliers de travail avec des acteurs sur la question de la préservation de la qualité de la ressource en eau, entre autres dans les pratiques agricoles, mais pas que, et qui consiste à aller chercher ces dimensions psychologiques et cognitives très précises et par exemple de concevoir un dessin qui n'a pour objectif que d'activer certaines représentations.
rappeler l'histoire longue, rappeler la capacité des producteurs locaux à s'adapter, réduire l'insécurité psychologique qui est majeure chez un certain nombre d'exploitants agricoles et qui crée cette réaction-là, soit à la contrainte, soit à la proposition de changement. Donc trouver des méthodes qui accompagnent et qui assument complètement la posture de l'accompagnement. J'écoute, je m'adapte et ensuite j'accompagne. Et je ne propose pas des changements ou je n'impose pas des changements si le terrain n'est pas prêt. Parce que sinon, c'est le refus, c'est le braquage. Et quand les gens se braquent, on perd encore plus de temps que le temps qu'on aurait perdu à faire de l'accompagnement. Donc en fait, le vrai risque, il n'est pas dans le fait d'expérimenter l'accompagnement, il est dans ne pas faire l'accompagnement. Et c'est là un vrai risque, parce qu'on pourrait perdre des années si on n'arrive pas à se glisser dans les systèmes de représentation qui existent et arriver à accompagner le changement des attitudes, des représentations et bien sûr des comportements. Merci Nicolas Fulen, on peut vous applaudir pour ce résumé. Car c'est un résumé. C'est évidemment un énorme résumé de tout ce qu'il y aurait à dire sur la psychologie sociale. On sent bien qu'on a besoin de s'intéresser aux sciences comportementales. Si on veut se rapprocher de quelqu'un qui peut nous aider, parce qu'on est un acteur local dans un domaine ou un autre, comment on fait pour avoir l'éclairage on achète un livre, on se rapproche d'un réseau, comment on peut bénéficier de la... Alors oui, il y a des réseaux qui s'organisent en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADEME est en train d'organiser un réseau de collectivités pour qu'aussi les plus petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens de lancer un marché juste sur la psychologie sociale puissent bénéficier de cette expertise-là. Il y a des réseaux d'échange entre collectivités, donc des collectivités qui peuvent venir dire voilà comment on s'y est pris. Comment on s'est trompé, comment on a évolué, comment on l'a utilisé, etc. Il y a chaque année des étudiants en psychologie, c'est parmi les plus nombreux dans les facultés françaises, qui cherchent des projets collectifs à réaliser. Donc ils peuvent venir mener des études, parler un tout petit peu de ce que peut être la psychologie. Il existe à la chaire Innovation publique, on mène des recherches-actions. Donc on co-construit avec des acteurs publics des problématiques sur des sujets. On vérifie qu'ils ont à voir avec ces approches-là et on expérimente. Je n'ai pas eu le temps de le développer. L'expérimentation et l'évaluation est un axe absolument majeur. Toutes les démarches que je vous ai présentées sont évaluées sous la forme d'essais randomisés. Donc ça veut dire avec des conditions contrôle et où on s'assure que si ça a un effet sur les comportements, non seulement on est capable de le voir, mais on est capable d'expliquer pourquoi. On voit trop souvent des actions dont on pense avoir compris pourquoi elles réussissaient et quand on les exporte dans un autre territoire, elles ne fonctionnent plus du tout. La condition pour qu'une action puisse être généralisée dans son efficacité, c'est de comprendre sur quel élément elle fonctionne. Est-ce qu'elle a pu créer de la norme sociale? Est-ce qu'elle a changé les attitudes? Ou est-ce qu'elle a créé du sentiment de capacité? Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est vraiment absolument fondamental et l'outil de l'ADEME permettra aussi de faire son chemin dans la réflexion. Alors justement, c'est en parlant de l'outil de l'ADEME que vous avez parlé des leviers sur lesquels on peut jouer. Et puisque c'est une science, elle appelle forcément plein de réflexions éthiques. À quel moment on passe de la prise en compte humaine des réactions des gens, avec respect finalement, et à quel moment on bascule dans le levier sur lequel on joue, et finalement une forme de manipulation qui de toute façon est présente dans cette activité? Alors, plusieurs choses là-dessus. La première, c'est, je pense, prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans l'action publique des acteurs publics ou des associations ONG et de l'impact que ça a. Le résultat de nos travaux, c'est assez souvent que les discours qui sont développés sur la transition écologique dissuadent une partie des publics. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu de ne pas leur parler que de leur parler comme on l'a fait. Donc on expose des groupes à des messages qui sont des messages un peu standards et on se rend compte que ça réduit les intentions, ça fait émerger des notions du type « c'est pas mon monde, ça me concerne pas, ça me regarde pas ». Je vais prendre un exemple, le rapport au temps, qui est mon sujet. Le rapport au temps, il n'est pas partagé de la même façon. Plein de gens ici, certainement, pensent que ça vaut le coup de faire des sacrifices immédiats pour des bénéfices futurs. Parce qu'on a une vie peut-être suffisamment confortable pour avoir suffisamment d'optimisme et de confiance dans le fait que le futur sera là. Quand on vit tous les jours dans une insécurité sociale, le futur, on évite d'y penser. Donc si on développe des messages qui consistent à dire « faites un effort aujourd'hui, ça payera demain », ce que les gens entendent, c'est « faites un effort aujourd'hui » et c'est le « aujourd'hui » qui compte parce qu'on vit au jour le jour. Et ce message-là, on l'avait constaté dans la santé, elle réduit la propension à aller se faire dépister du cancer, etc. Elle crée de toutes pièces des inégalités sociales de santé.
C'est quand même un peu problématique pour une action publique. Mais on retrouve un peu la même chose aujourd'hui dans la transition écologique. Si on n'arrive pas à prendre ce temps de l'écoute, on a des contre-effets qui ne sont pas juste de ne pas être convaincants, c'est qu'on devient dissuasif. On va perdre une partie des populations, des groupes, et quand on les aura perdus, la transition écologique va devenir la raison d'être de conflits entre des groupes. Et à partir de ce moment-là, ça va vraiment être compliqué de revenir en arrière. Donc ça, c'est le risque de ne pas le faire. Ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de bornes éthiques. On a des modèles au niveau national là-dessus, un modèle qu'on appelle APT, autonomie, préserver l'autonomie psychologique. Je suis psychologue, je suis tenu au code de déontologie des psychologues qui fait qu'on ne doit pas nier, on ne doit pas avoir un impact négatif sur la santé psychologique des personnes. Donc, être sûr qu'on s'assure de l'autonomie psychologique des personnes avec lesquelles on travaille et des dispositifs qu'on met en œuvre. Ça veut dire que ça interdit certaines stratégies marketing qui jouent sur de l'impulsivité, par exemple. Donc, autonomie, pédagogie, faire de chaque action d'accompagnement au changement l'occasion d'en apprendre, et peut-être d'en apprendre à partir de la pratique, pas d'apprendre puis de faire, mais de faire et puis d'apprendre. C'est assez classique. C'est aussi la question de la transparence, dire ce qu'on est en train de faire, partager l'intention et vérifier que l'intention est partagée, et c'est l'évaluation. On ne peut pas capturer l'attention des gens, ne serait-ce qu'avec un flyer, si on n'est pas sûr que ça a effectivement un impact. Notre attention est trop précieuse, elle est déjà trop prise partout. On ne peut pas continuer à mener plein d'actions qui ne sont même pas évaluées. Il y a des actions qui sont très bien connues, que tout le monde utilise, qui n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation correcte. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc autonomie, vous l'avez dit, pédagogie, transparence et puis évaluation. C'est ça. Vous avez peut-être des questions. Alors, vu que vous êtes spécialiste du temps, Nicolas Fulen, je ne vais pas vous le cacher, on a le temps peut-être de 2 questions. Mais si vous souhaitez poser des questions à Nicolas Fulen, c'est possible. Je vois une main qui se lève centre-salle. Voilà, si vous pouvez apporter le micro. Alors, voilà, juste devant vous encore un petit peu. Voilà. Je prends la parole. Okay. Alors, vous avez déjà un micro. Où êtes-vous? J'ai déjà un micro. Et vous êtes debout? Alors, je suis Cathy Vignon. Ah, je vois, pardon. Voilà. Merci. En rouge, vous ne pouvez pas me louper. Ah oui, c'est très bien ça, le rouge. Bravo. Voilà. Moi, je suis vice-présidente de la commission des côtiers ouest de l'Agence de l'eau. J'ai été un peu interpellée par une phrase que vous avez dite, monsieur, c'est les enveloppes de vie doivent se modifier pour modifier les comportements. Alors, il me semble que c'est difficile de modifier les enveloppes de vie. Par contre, moi, je voudrais vous faire part d'expériences que j'ai eues. En fait, j'ai eu l'opportunité de pas mal travailler avec des scolaires, depuis la maternelle jusqu'au collège, et d'essayer de modifier les comportements en matière d'environnement. Ce qui est apparu, c'est que pour arriver à modifier un comportement, il fallait d'abord modifier le regard sur l'enveloppe de vie. C'est-à-dire que l'enveloppe de vie ne changeait pas, mais le regard que portaient ces enfants sur leur enveloppe de vie, il fallait arriver à le modifier pour qu'ils aient un regard critique et finalement, ils choisissent de modifier leur comportement. Au départ, ils avaient une représentation de leur environnement qui venait de la famille, de leur entourage. Et puis, arriver à porter un autre regard a permis un changement. Concrètement, par exemple, nous avons travaillé sur toutes les écoles du quartier Payade de Montpellier. 20 000 habitants, toutes les écoles et toutes les classes. Et en 3 ans, nous avons complètement changé le comportement des enfants, puisque le quartier qui était extrêmement sale est devenu propre. À la longue, après, ça s'est perdu et le quartier est redevenu sale. Mais n'empêche que pendant quelques années, on a pu avoir une réduction des frais de nettoyage des parties publiques. Voilà. Nicolas Fulen, et puis oui, on aura une deuxième question avant de passer à la table ronde. Effectivement, la question du regard, et c'est un peu ce que je disais par rapport à ce qui peut créer une intention de changement. Par contre, j'attire vraiment l'attention là-dessus, c'est les environnements de vie, enveloppes ou autres. On a eu une occasion folle pendant le confinement de changer, on aurait pu redémarrer un peu différemment. Et ce qu'on constate, nous, dans nos travaux en permanence, c'est que les connaissances et les intentions se heurtent toujours à un environnement qui a été construit de façon
à agir différemment, c'est-à-dire à agir dans un sens qui n'est pas forcément le sens le plus sobre. Tant que le vélo n'a pas sa place et tant qu'il n'apparaît pas comme ayant toute sa place en ville, c'est difficile de demander aux gens de monter sur des vélos. Tant que l'eau n'apparaît pas différemment, et vous avez des indicateurs, les index de Water Sensitive Design par exemple, vous pouvez essayer de scorer des environnements sur leur capacité à faire apparaître l'eau. C'est très difficile de demander à des humains, à des personnes, à des groupes de transformer leur comportement dans un système de contraintes qui reste le même. On va très vite en venir à une contrainte qui va être intenable. C'est un peu comme ces organisations qui demandent à des employés de trier leurs déchets sans changer le rythme, sans changer la configuration des bureaux, alors qu'on crée des nouveaux déplacements, on crée de nouvelles habitudes, etc. Donc il faut absolument que les environnements de vie accompagnent les changements de comportement, et c'est vraiment un rôle de l'action publique. Ça a été dit. L'action sur l'eau, elle doit être transversale. Il faut que chaque projet urbain se pose la question de l'eau, et il faut que chaque projet sur l'eau se pose la question de son apparition dans l'espace urbain ou rural. Parce qu'on ne construit pas le sens en dehors de la perception directe, de la perception sensible. Et la connaissance n'est pas une perception sensible. L'odeur est une perception sensible, le toucher est une perception sensible. Donc changer les environnements est aussi une façon de prendre acte aussi du fait qu'on a tous besoin d'être aidés dans le passage de l'intention à l'action. Dernière question rapidement avant de passer à la table ronde. Oui, bonjour Yves Pernaut, je suis un élu de Valence-Romand-Aglo. J'observe déjà une dichotomie entre ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire en 2 mots, il faut faire plus vite, si je résume. Et puis là, où vous nous dites, il faut prendre son temps, il faut voir ce que pensent les gens, il faut petit à petit les écouter, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc il y a cette contradiction qu'il peut y avoir. Et puis deuxième chose aussi, quand on s'adresse justement pour parler transition écologique, quand on s'adresse à nos concitoyens, on a souvent un discours rationnel, des chiffres, et du coup, ça, pour eux, je caricature, mais c'est des contraintes en plus. Donc, comment on peut arriver à donner de l'émotionnel? Comment on peut arriver à donner envie? Comment on peut arriver à ce que ce soit sexy? Alors sexy, je serais très mal placé pour en parler, mais alors sur la première question, la question de l'accélération, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Comment on peut accélérer? Puis ça devient des mots d'ordre. Il faut faire attention à la logique de l'accélération. Alors ça, c'est une petite précaution, mais la pression temporelle, la volonté d'accélération sera toujours contraire à tout ce qu'on essaye de faire. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de rendre chaque geste un peu plus conscient et de dire stop, réfléchissons avant de faire. Donc tant qu'on parlera d'accélération et tant qu'on accélérera, ça ne marchera pas. Il faut savoir que tout le marketing qui nous fait acheter des choses qui sont contre la sobriété et énergétique et tout ce qu'on veut, utilise l'accélération pour nous faire acheter le bon yaourt. Donc il faudra qu'on ralentisse de toute façon, sinon on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on a vu pendant le confinement. Les gens n'avaient pas le même rythme, du coup ils ont pu acheter local, ils sont allés chercher des petits producteurs. Dès que le rythme est revenu, ils ont perdu leurs habitudes. Donc attention à cette accélération, et après, prendre le temps d'écouter, ce n'est pas forcément long. Dans une interaction, prendre le temps de poser juste 2 questions, c'est surtout la question de la posture d'écoute. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que juste de la technique et des outils, c'est des postures qui doivent changer, c'est-à-dire comment j'arrive à ne plus savoir, à ne plus être un expert. Je viens voir les gens parce que j'ai une expertise technique, mais il faut que j'oublie que je suis un expert le temps de les écouter. Et ça, c'est pas simple. Et ça, il faut apprendre petit à petit, etc. Et dernière chose, pour rendre sexy, il y a 1000 façons de rendre sexy. Effectivement, il y a la question des co-bénéfices. Après, attention, ne pensez pas que l'argument santé va mieux fonctionner. Toutes les études sur les changements de comportement viennent de la question de la santé, sur laquelle on n'a pas réussi à faire évoluer les comportements, alors que les gens ont les connaissances sur le sucre, sur le gras, sur le tabac. Ça a évolué, mais très doucement. Dernière chose sur la contrainte est évidemment une façon de, non pas résoudre les problèmes, mais d'accélérer le changement. Mais là aussi, je dis attention, un comportement volontaire crée un contrat entre la personne et son comportement. Elle est engagée par son comportement. Un comportement fait sous contrainte n'engage aucun contrat. On est forcé, c'est tout, donc on n'a pas à se le justifier, on n'a pas à se l'expliquer, on n'a pas à s'y attacher. Donc pour moi, la meilleure contrainte,
c'est celle qui a déjà été adoptée avant que la contrainte apparaisse. Les ZFE, on aurait pu s'y prendre beaucoup plus tôt pour essayer d'ancrer des comportements qui faisaient que le jour où la contrainte est arrivée, elle est non seulement acceptable, mais elle est presque redondante avec ce qui se fait déjà. Donc la contrainte n'est pas quelque chose qui évite de penser à l'humain ou au social. Au contraire, il faut peut-être encore plus y penser quand on espère à un moment contraindre ou restreindre le choix, au moins autant que quand on essaye d'encourager des comportements volontaires. Merci Nicolas Fuelen, c'est très intéressant. Merci.